Merci à tous et à toutes d'être venus pour m'écouter parler de tests. Alors, c'est les gens qui sont dans la salle et qui ont assisté à ma préparation savent que la préparation s'est terminée il n'y a pas très très longtemps. C'est un sujet qui m'intéresse énormément, mais qui n'est pas évident à aborder sous tous les angles et d'être exhaustif. C'est un sujet qui m'est venu par rapport à une frustration un petit peu personnelle et des questionnements existentiels sur ma méthode de dev. Quand j'ai commencé le dev, donc il y a 5-6 ans, on m'a dit que faire des tests, c'était bien. Moi, j'étais une bonne élève, donc je faisais des tests. J'aimais bien pouvoir avoir un petit pourcentage qui s'augmentait et puis voir que c'était tout vert et que j'avais une bonne note. Et ça m'a pris un petit peu de temps avant de me poser la question de pourquoi je teste, comment je teste, qu'est-ce que je teste. Et c'est ça qui m'a mené à arriver au TDD dans le front, ce qui n'est pas quelque chose qui est extrêmement pratiqué. Je trouve que c'est dommage, mais on va en parler un peu plus en détail. Mais j'ai aussi eu de nombreux débats plus ou moins animés avec des collègues développeurs front ou back sur quels tests sont utiles ou pas utiles. Et je serai preneuse de vous, vos retours et votre avis sur ce que je présente. Voilà, je vous présente ma technique personnelle et pourquoi pour moi ça marche bien, mais je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Donc, de quoi on va parler? On va expliquer ce que c'est le TDD, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ou peu le concept. Ensuite, on va partir un petit peu sur un sujet annexe, mais lié de manière forte au TDD, sur le découpage et la testabilité de notre code. Et on va finir par un petit exemple concret, qui, je suis sûre, va vous mettre des étoiles dans les yeux, parce que mes talents de design sont exceptionnels. Donc, je suis dev front, pas designeuse. S'il vous plaît, gardez ça en tête. Et je m'excuse pour les personnes qui ont un petit peu de sensibilité artistique dans la salle. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est que le TDD? De quoi on parle? Donc, le TDD, c'est un terme qui veut dire Test Driven Development. Donc, à traduire, je me suis un petit peu posé la question de comment est-ce qu'on francise ça? Ce serait le développement dirigé par le test? Ou moi, je trouvais ça rigolo, le développement mu par le test, parce que mu, du verbe mouvoir, c'est un mot rigolo. Et sinon, j'avoue que j'utilise pas mal l'anglicisme driver, je trouve qu'il est assez parlant. Mais l'idée, c'est qu'on met le test au cœur de notre processus de développement et de notre expérience développeur. Et du coup, ça nous permet de faire du développement itératif. Et on commence en fait par écrire le test et d'avoir un test qui ne marche pas. Et ensuite, on fait du code, le test passe, on refactor. Et ensuite, on continue comme ça progressivement sur toutes nos features et tous les aspects de notre code. Ça vient de l'extreme programming, qui est une conception, une façon de coder qui, en fait... Alors, au début, moi, le nom me paraissait un petit peu effrayant. Je me dis, c'est que des gens qui codent dans le noir 8 heures par jour. Enfin, je sais pas, ils sont vraiment extrêmes. Mais c'est un petit peu ça l'idée, c'est on prend les principes pour programmer bien et on les pousse à l'extrême. Par exemple, le fait d'avoir de la collaboration et du code review, du pair coding, on fait que du pair ou que du mob programming. Pour les tests, on fait les tests dès le début en premier parce qu'on prend les tests mais on les pousse à l'extrême. Et comme je fais du partage d'écran et que je n'ai pas accès à mes notes, je ne me rappelle plus des autres exemples, mais c'est un peu ça l'idée, c'est tout est poussé à l'extrême. Et du coup, on arrive à ce cycle où on commence par le test il est KO, on écrit le code minimal pour avoir notre test au vert, et ensuite, étape importante à ne pas oublier, on refactor notre code, et ensuite on écrit un nouveau test qui couvre un nouveau cas d'utilisation de notre code. Et on fait ça jusqu'à qu'on ait couvert tous les cas et que du coup notre code soit complet. Les avantages de cette façon de coder, c'est que déjà on a une bonne couverture de tests, forcément, vu qu'on a passé notre temps à écrire des tests. On évite d'écrire du code inutile, et ça c'est une chose qu'on a tendance parfois à oublier, en tout cas, quand je dis on, je dis moi, parce que moi je m'amuse bien quand j'écris du code, et des fois quand j'écris des fonctions, je fais tout un tas de choses, je regarde ce que je peux faire en JS de rigolo avec des reduce et des flat maps et des machins. Est-ce qu'il y a besoin? Pas forcément. Et du coup, en faisant comme ça des petites itérations, et à chaque fois on se concentre sur quel est le cas d'utilisation de mon code que je suis en train de couvrir par le test et donc par le code, on évite de faire du code inutile et de l'over-engineering. Ça encourage un découpage assez fin et assez explicite de notre code, parce qu'un code bien découpé, c'est un code testable, et du coup, en prenant le truc à l'envers, en se forçant à écrire des tests sur tout ce qu'on fait, on s'encourage, on s'auto-encourage à faire un code bien découpé, bien explicite. Et
et ça permet d'avoir du code plus facile à maintenir et plus facile à comprendre. Ça permet aussi de détecter rapidement les problèmes. Donc j'ai mis problème et pas bug parce que c'est un peu deux concepts différents. On peut avoir des bugs, mais des bugs, on ne le détecte pas, on le crée vu qu'on est en train d'écrire le code. Par contre, on peut se rendre compte en développant un petit cas à la marge qu'on doit tester que, en fait, ce cas à la marge, il n'est pas du tout géré correctement. Il faut que je retourne voir mon PO parce que là, on a un problème de conception. Et je voulais mettre un autre truc et puis j'ai oublié, mais c'est pas grave. Hop. Alors, on va faire un petit exemple pour illustrer un petit peu le concept. Est-ce que vous voyez bien? Ça a l'air OK. Donc, je suis sur une petite code sandbox qui va me permettre de faire un petit peu des petits tests. Donc ici, j'ai une magnifique fonction extrêmement complexe et bien écrite qui s'appelle multiply, dont l'objectif, ça va être de multiplier deux chiffres. Et ici, j'ai le test que j'ai écrit. Donc j'ai écrit un seul cas de test. Pour l'instant, tout ce que je veux vérifier, c'est que quand je fais multiplier 1 par 1, ça fait 1. Et donc là, c'est là où il y a une petite gymnastique mentale à mettre en place. Là, je force un petit peu le trait pour l'exemple. En vrai, je ne fais pas des codes aussi débiles non plus, mais enfin si, des fois ça arrive. Je fais des codes débiles, j'avoue. Mais du coup, pour commencer, tout ce que je vais faire ici dans ma fonction multiply, c'est que je vais return 1. Et puis là, mon code, il est vert, et puis je suis contente. Ma fonction multiply, elle ne multiplie pas, mais mon code passe, et je sais que je n'ai pas écrit de code inutile. Ensuite, itération suivante, je ne refactor pas encore parce que j'ai une seule ligne. Je vais faire multiplier 1 par 2. Je veux que ça fasse, non pas comme ça, 2. Donc là, j'ai bien un test qui est rouge. Ici, je vais faire pareil du code débile pour que vous pensiez bien que je ne suis pas très maligne comme personne. Hop. Et enfin, je fais multiplier, je sais pas, 2 par 3. Et donc là, je m'attends à ce que ça fasse. Ouais, trop fort. Et ici, du coup, je vais être bien obligé de faire mon code complet. Et donc ça, c'est 3 itérations de TDD. Et du coup, j'ai 3 cas d'utilisation qui sont couverts dans mes tests. Dans un cas plus complexe, évidemment, j'aurais par exemple des mocks. Donc j'aurais été obligée en tant que développeuse d'aller voir à quoi ressemble la donnée que je dois manipuler. J'aurais été obligée de me poser la question, c'est quoi les cas à la marge, c'est quoi le cas le plus courant, et quels sont tous les inputs et les outputs. Et surtout, si jamais je commence à avoir des choses un peu complexes, est-ce que je veux vraiment tester l'input et l'output de cette fonction-là, ou est-ce que je devrais avoir une sous-fonction qui gère un des cas et que je ne devrais pas séparer? Donc voilà à quoi ça va ressembler concrètement. Ensuite, du coup, la deuxième question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on fait des bons tests? Et du coup, la question qu'il m'a fallu, comme je le disais au début, moi j'étais juste contente d'écrire des tests tout court, parce qu'on m'a dit qu'il fallait écrire des tests, et je ne me posais pas particulièrement la question, pourquoi est-ce que je les écris? À quoi ils servent ces tests, à part avoir une petite checkbox verte sur ma CI? Et du coup, on écrit des tests pour vérifier que notre code se comporte de la bonne manière. Ça, c'est la base. Mais aussi pour pouvoir faire des évolutions avec plus de confiance. Si on veut, par exemple, éviter les régressions, commencer à bidouiller dans une base de code assez complexe sur laquelle on n'a pas forcément la vision complète, c'est hyper rassurant de pouvoir avoir une base de tests solide en laquelle on a confiance pour faire nos évolutions en toute sécurité. J'ai de la chance en ce moment, je suis sur un projet assez mature dans lequel il y a une belle base de tests, et du coup je fais des MEP vraiment les yeux fermés, c'est super. Je sais que je ne fais pas de bêtises, parce que quand je fais des bêtises, les tests me rattrapent. Bon, je continue à faire attention à ce que je code, je ne suis pas non plus complètement une sauvage, mais le fait de pouvoir faire des évolutions avec confiance, c'est vraiment un gros plus de tests fiables par rapport à... J'ai eu d'autres missions précédentes que je ne citerai pas, où c'était plutôt que les tests, ils nous faisaient perdre du temps dans notre processus de dev et ils nous rajoutaient absolument pas de sécurité. Je me sentais pas beaucoup plus en confiance avec les tests que sans. Et enfin, le troisième point auquel on ne pense pas forcément, mais qui personnellement m'a beaucoup aidé sur des fonctions métiers assez complexes pour documenter le fonctionnement du code. Des beaux tests bien écrits, ça vous explique, voilà, ça doit faire ça, ça doit faire ça, ça doit faire ça. Voici les cas, voici à quoi ressemble la vraie donnée que je reçois du back-end, et voilà ce que ça doit renvoyer. Et du coup, quand on découvre une fonction, même si une fonction bien écrite, bien nommée, ça s'auto-documente un petit peu, mais il y a des cas où on ne peut pas non plus tout inventer, et un bon test, ça fait une bonne documentation. Du coup, ces trois points et tout ce que j'attends d'un test, je vais
pas forcément vouloir appliquer la même stratégie de test sur les mêmes parties de mon application. Il y a pas mal de types de tests qui existent. Hop, donc, le nom du talk dit front-end, mais j'avoue, c'est JS. Hein. Je m'excuse pour les gens qui font du PHP. Je ne parle pas beaucoup de vous. C'est plutôt l'écosystème JS dont je parle. Mais pour les types de tests, donc je me suis basée sur un article de blog de Kenzie Dodds, qui est un blogueur tech américain qui parle beaucoup de tests. Donc lui, il fait du React, mais il parle aussi de l'écosystème de manière générale. Et je vous recommande son blog en anglais, qui est hyper intéressant. Il fait beaucoup d'articles sur notamment la testabilité et la maintenabilité du code. Et il est parti du constat de la pyramide des tests qu'on voyait plutôt dans le craftsmanship, le côté back-end. Et il a dit, quand j'applique cette logique-là sur les types de tests en front, j'ai l'impression que ça prend plutôt une forme un peu bizarre comme ça, de trophée. Et du coup, il a appelé ça le trophée des tests. Et je le trouve vachement rigolo, donc je l'ai pris en illustration. Pour les différents types de tests qu'on peut avoir. Donc, d'abord, on a les tests end-to-end, qui vraiment prennent la globalité de l'application en conditions les plus réelles possibles et fait une navigation. Donc, par exemple, Cypress ou Playwright, ce qu'ils font, c'est qu'ils lancent vraiment l'application dans un navigateur Chrome ou Selenium, Chrome ou Chromium, je voulais dire, ou autre chose. Et il va vraiment cliquer sur les boutons, manipuler les éléments comme un vrai utilisateur. Donc ça, c'est des tests assez complets. Ensuite, les tests d'intégration. Donc, comme son nom l'indique, quand on intègre plusieurs composants ensemble. Des tests unitaires où on teste une seule unité. Et donc là, entre les deux, je trouve que on peut se poser des grandes questions existentielles sur qu'est-ce qui est une unité, à quel moment c'est un test d'intégration et pas un test unitaire, qu'est-ce qu'on moque pas. On peut en débattre pendant des heures. En tout cas, j'en ai déjà débattu pendant des heures avec des collègues. Notamment, donc, comme techno, j'ai mis Jest ou Vitest, selon si vous êtes sur la hype de vite, c'est vachement bien vite. Mocha, Karma, Chai, etc. Et un élément auquel je ne pensais pas forcément, mais c'est les tests statiques, ESLint et TypeScript, qui en fait vous permettent d'avoir de la sécurité sur votre code de manière statique avant la compilation, et qui vous rajoutent finalement, pareil, énormément de sécurité sur le code que vous produisez. En tout cas, personnellement, je suis très convaincue par TypeScript et ESLint si je peux le configurer, parce que arriver sur un projet avec un linter mal configuré qui t'empêche de commit et tu finis par dire je débranche ESLint et puis c'est tout, c'est pas optimal. Mais un ESLint bien configuré, c'est quand même vachement bien. Et du coup, pour chaque type de test, j'ai enlevé, normalement c'est test end-to-end, il y a marqué end-to-end, j'ai dû faire une manip. Pour chaque type de test, je vais me poser la question de qu'est-ce que je teste pas, et est-ce que je peux le faire en TDD. Donc, pour un test end-to-end, ce que je teste, c'est l'application dans son ensemble. Elle est fonctionnelle, elle démarre, elle affiche les données. C'est déjà pas mal. Ça m'est déjà arrivé de faire une feature, lancer l'AMR, c'est pratiquement tout au vert, sauf Cypress qui me dit non, ton truc, je vois plus le titre, il y a un problème. Parce qu'en fait, il y avait un problème de compilation et je m'en étais pas du tout rendu compte dans mon processus, parce que je pensais que c'était une petite modif, je pouvais la passer vite fait, pas du tout. Et le deuxième cas, donc les cas un peu plus complexes qu'on veut pouvoir tester, c'est les parcours utilisateurs dans leur ensemble, ils peuvent être parcourus. Ce que je ne teste pas, en tout cas ce que moi je considère comme pas pertinent à tester avec des tests end-to-end, c'est ma div, elle a bien une classe 1. Désolé, j'ai mis des divs. Pardonne-moi. Les divs, c'est pas du HTML sémantique, c'est pas bien. Voilà. Et du coup, je considère que tester le fait qu'il y ait une classe qui va bien ou la couleur qui va bien, c'est pas la responsabilité de mes tests end-to-end. Et du coup, en TDD, j'ai essayé. C'est pas méga fun d'écrire un test Cypress et de ensuite faire le code. J'ai pas trouvé que ça m'apportait beaucoup de valeur. C'est faisable, surtout si vous avez déjà une base de tests existante et que vous avez juste que les utilitaires sont déjà là et que ça va vite. Mais c'est pas en tout cas l'endroit où je trouve que le TDD apporte le plus de valeur ajoutée. Si vous n'êtes pas d'accord, je serais très curieuse d'avoir votre feedback, évidemment. Mais personnellement, c'est pas là où j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Normalement, il ne devait pas y avoir le piou. Ça se voit que mes slides sont prêtes. Hop. Hop. Vous n'avez rien vu. Du coup, une autre catégorie de tests que je vais appeler les tests de composants, et c'est là où la distinction unitaire-intégration, je trouve qu'elle n'est pas forcément, c'est pas le vocabulaire que j'utilise au quotidien, en tout cas, sur mes tests JS, en tout cas. J'appelle les tests de composants quand on doit vraiment mount un composant dans le DOM, donc un composant visuel,
on doit lui dire « mais si t'inquiète, t'es dans un navigateur, là tout va bien, mount-toi, mets-moi du HTML, fais tout ça ». Et ce type de test, ça rajoute de la complexité forcément parce qu'on doit gérer un DOM. On ne teste pas forcément les mêmes choses que dans un test fonctionnel, dont je parlerai après. Du coup, ce que je teste dans mes tests de composants, les informations que je passe aux composants, donc les paramètres ou les props, elles sont bien affichées, elles sont bien utilisées. Et quand je clique sur un bouton, j'ai bien un événement qui est renvoyé. Ça, c'est le genre de choses que je trouve pertinentes à tester. Ce que je ne trouve pas pertinent à tester dans ces tests-là, c'est par exemple la couleur d'un bouton et le fait qu'un appel HTTP est bien fait. J'en reparlerai un peu plus tard sur la façon dont je découpe mes composants. Mais je trouve que ce n'est pas la responsabilité de ce test-là de gérer ça, et surtout pas vérifier que l'API renvoie une bonne donnée, parce que là, si vous commencez à faire des appels API dans vos tests unitaires, on a d'autres problèmes. Et du coup, ça en TDD, ça se fait. Comme la petite pop-up que j'ai supprimée le disait. Ça se fait, c'est pas non plus là où je trouve que c'est le plus utile, mais c'est tout à fait faisable. Pareil, surtout si vous avez déjà une structure de fichiers de test. Ce qui est bien quand on a une culture de test dans une équipe, c'est qu'il y a déjà plein de fichiers d'exemple et qu'on peut juste repartir de l'existant pour avoir quelque chose de cohérent. Et dans ces cas-là, c'est possible. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? J'ai fait des bêtises. Ensuite, les tests de snapshot. Donc, il y a deux types de tests de snapshot que je différencie. Il y a les tests qui prennent juste le snapshot HTML et qui le stockent dans un fichier, et qui ensuite, à chaque modification, vont faire une comparaison entre le HTML existant et le nouveau HTML, et vous dire ou non si ça a changé. Ces tests-là, enfin le snapshot en question, il n'est pas très lisible. Je ne vous conseille pas d'aller le modifier à la main et le vérifier à la main. Par contre, pour vérifier qu'il n'y a pas de régression et pas d'effet de bord, c'est hyper utile. Ça m'est déjà arrivé de travailler sur une très grosse application, pas hyper bien découpée. Et donc ça m'arrivait de faire une modification sur une toute petite partie du projet. Et ensuite, quand je lançais les tests de snapshot, je me rendais compte que ça avait cassé des trucs à l'autre bout de l'application dont j'avais aucune idée de ce que c'était. Et du coup, c'était vachement utile parce que c'était même pas des trucs gérés dans mon équipe. Donc vraiment, je n'aurais pas repéré à aucun moment que ça avait eu un impact. Et les tests de snapshot, même si c'est très minimaliste, me permettaient de faire ça. Et le deuxième type de test de snapshot que j'utilise, c'est Chromatic. Donc Chromatic, c'est un utilitaire qui se met par-dessus Storybook et qui est payant malheureusement, alors que Storybook non, mais c'est très utile. Moi, je trouve que ça vaut son pesant en cacahuètes. Donc Storybook, c'est un outil qui nous permet de créer des stories de nos composants qui décrivent les différents états. Donc par exemple, mon bouton primaire, mon bouton secondaire, mon bouton désactivé, et d'avoir une interface dans laquelle on affiche tous les états de nos composants. C'est super pour faire du développement de manière très isolée. Donc on peut vraiment juste développer notre composant tout seul et pas notre composant dans la page. C'est très pratique pour partager ces composants-là aux designers ou à d'autres équipes, parce que du coup, il n'a pas besoin de déployer un environnement, juste d'avoir accès au Storybook pour dire « bah non, là, le bouton, il est bleu, il devrait être rose ». Et c'est très pratique pour ensuite faire des snapshots. Et du coup, Chromatic se branche à Storybook, prend les fameux composants, donc primaire, secondaire, disabled, fait un snapshot cette fois-ci où on a le rendu visuel, et fait des comparaisons pixel à pixel pour savoir si les choses ont bougé. Donc ça a les mêmes avantages que l'autre type de snapshot, mais sauf que cette fois-ci, c'est hyper visible et hyper lisible. Et pareil, à envoyer à un designer, lui dire bah voilà, tu m'as demandé de changer tel bouton, ça a modifié toutes ces interfaces-là, est-ce que tu es OK pour que ça ait autant d'impact? Ça, c'est ce que je fais sur ma mission actuelle, et c'est super. Ça permet d'éviter les allers-retours. Le truc est en cale, on se rend compte 2 semaines après que ça a eu un impact hyper fourbe dans un coin. Là, on a une vue d'ensemble. Et ce que je ne teste pas sur mes tests de snapshot, c'est que mon composant il fonctionne. Là, je fais juste un screenshot, donc forcément, je ne sais pas ce qui se passe. Ça, en TDD, non. Parce que écrire le HTML généré d'un composant avant de l'écrire, pourquoi faites pas de Vue.js ou de React.js, dans ce cas-là, faites du HTML. Vraiment, non. Et le dernier type, hop, je spoil, c'est les tests unitaires que j'appelle logiques, où là, c'est vraiment mes services, mes fonctions JS, tous mes utilitaires, qui, normalement, ne sont pas dans mes fichiers de composants. Ils sont séparés dans un petit service bien propre, bien isolé, que je peux tester facilement. Et dans ce cas-là, ce que je teste, c'est que mon service permet bien de calculer quelque chose, il permet bien de faire un appel HTTP, donc bien sûr en moquant
l'appel HTTP ou en utilisant, comment ça s'appelle, un mock service worker, si jamais vous connaissez, si vous voulez moquer vos tests HTTP. Donc il y a deux manières de faire. Soit vous dites la fonction axios.get ou fetch. En fait, c'est pas une fonction, c'est moi qui la gère. Et du coup, vous pouvez vérifier si cet appel il est fait ou pas. Et la deuxième manière, c'est laisser l'appel HTTP partir et ensuite le récupérer avec un service worker et l'empêcher d'aller plus loin et moquer la réponse. Et ça permet d'être au plus proche de l'implémentation. Ça n'a aucun rapport, mais je vous le dis quand même parce que c'est une super ressource. Donc voilà, là, c'est ça que je vais tester. Et ce que je ne teste pas, donc c'est les composants, évidemment, parce que je ne suis pas dans un composant, mais aussi l'erreur que j'ai faite moult fois, je ne teste pas les librairies que j'utilise. Ça m'est arrivé d'avoir un composant, par exemple, de date ou quelque chose qui est un petit peu complexe sur lequel, du coup, j'ai besoin d'une librairie. Et mon test vérifiait, par exemple, est-ce que quand je lui passe la date machin, ça me renvoie bien l'affichage bidule. Sauf que là, ce que je testais, c'était la librairie Moment et pas mon code à moi. Donc si ça marche pas, ça me fait une belle jambe. C'est pas moi qui va mettre à jour la librairie. Et ça me fait de la complexité supplémentaire qui n'est pas utile. Donc voilà, petit warning si ça vous arrive aussi. Vérifiez bien qu'est-ce que vous testez dans votre test et est-ce que c'est bien votre code à vous que vous testez et pas le code de quelqu'un d'autre. Et du coup, ça en TDD, c'est génial, c'est super. C'est hyper simple à mettre en place, on n'a pas besoin de mount quoi que ce soit. On peut le faire de manière itérative. C'est super, c'est le feu, c'est le fun. Par exemple, du coup, je vais vous montrer ma super application d'exemple. C'est un tic-tac-toe que j'ai appelé tic-tac-do parce que comme ça fait TDD. Et c'est vachement drôle. Donc, tic-tac-do, je ne l'ai pas lancé parce que je ne suis pas bien organisée. Hop. Je vais le lancer. Et du coup, là, je me pose la question, sur mon application, qu'est-ce que je veux tester? Et du coup, comment je vais le tester? Première chose que je veux tester, je peux lancer une partie. Quand je clique sur une cellule, un X apparaît. Donc, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le méconnu tic-tac-toe, le principe, c'est je clique, ça fait une croix, et ensuite, il y a un bot qui fait un O. Donc, pour l'instant, vous allez voir, c'est un bot hyper intelligent, il clique au pif. Du coup, généralement, je gagne, ce qui est pas mal. Et il y a des règles également pour quand est-ce que la partie se finit et quand est-ce qu'on a gagné, qu'on verra juste après. Donc, j'ai lancé mon tic-tac-do. Hop, voilà, il est très beau. Je clique, j'ai des croix. Waouh, vous êtes hyper impressionnés, je suis une professionnelle. Et donc là, on peut voir que pour l'instant, il me dit que personne n'a gagné, alors que c'est faux. On a même tous les deux gagné, c'est pas l'exemple idéal. Mais c'est pas encore fait. Donc, mes tests end-to-end, ce que je veux faire, c'est vérifier, j'arrive à lancer, j'arrive à cliquer. Donc là, pour l'exemple, j'ai pris Cypress. J'ai écrit un petit test Cypress, hop, que voilà, qui va ouvrir et cliquer. Donc, je vous montre rapidement, parce que c'est pas tout à fait le sujet de la conf, mais j'aime bien Cypress. Donc, il va sur la page d'accueil, il vérifie que le H1 existe bien. On ne le voit pas, il est en dehors, mais il existe bien. Et ensuite, il cherche les cellules, il prend la première, il clique dessus, et ensuite, il vérifie qu'il y a bien un X. Et donc ça, je l'ai écrit au tout début de quand j'étais en train de faire mon petit tic-tac-toe pour préparer la conf. J'ai fait plusieurs petits refactos, et à chaque fois, je vérifiais quand même en lançant mes tests que j'avais pas tout cassé. Donc c'est pas mal. C'est du code assez simple à écrire. Il y a quand même la maintenabilité qui n'est pas toujours évidente sur ces types de tests, mais pour vous montrer le code, voilà. C'est assez explicite, assez lisible et assez petit. Bon, après, là, parce que je n'ai pas une très grosse application aussi, mais ça répond à mon besoin. Ensuite, le deuxième chose que je veux tester, c'est que ma grille s'affiche correctement. Donc je veux vérifier que si je lui passe un tableau avec des X, des O et des champs vides, ma grille, elle affiche correctement pour que mon joueur il comprenne ce qui se passe. Et donc là, j'ai fait deux choses. Un test de snapshot et un test du composant en TDD. Donc le test de snapshot, hop, donc, je vais vous montrer un petit peu mon code. Donc c'est du Vue.js, mais normalement, j'ai pas fait des choses méga compliquées. J'espère que tout le monde pourra suivre, même les gens qui ne font pas de Vue, même les gens qui ne font pas de JS. Je n'ai même pas demandé. Est-ce que vous faites du JS? Oui, ok, ça va. Donc voici mon petit composant de grille. Il prend en paramètre un tableau
de string à 2 dimensions pour que je puisse avoir les lignes et les colonnes. Et juste, il a une fonction onClick quand je clique sur un des éléments qu'il émet à son parent. Donc voilà, il est très complexe, très intéressant. Et voici mon fichier de... Est-ce que je suis sur la bonne branche? Voici mon fichier de test. Donc le premier que j'ai écrit, c'est un snapshot. Donc c'est assez succinct. Je mount mon composant. Donc j'utilise la librairie de test Vitest, qui va être mon moteur de test, qui va me permettre de créer mes différents tests. Par contre, pour gérer un élément que je dois mount dans le DOM, j'utilise les VueTestUtils, qui sont une librairie supplémentaire, qui me permet de manipuler le DOM généré de manière plus simple. Donc ici, ce que je fais, c'est que je lui dis fais-moi un mount de mon composant et passe-lui en props ce beau tableau avec des X et des O. Et du coup, ce que ça a fait, hop, si je cherche la bonne ligne de commande, c'est celui-ci. Ce que ça a fait, je vais y arriver, c'est que ça m'a créé ce beau fichier de snapshot, extrêmement lisible et extrêmement facile à voir. Bon, là, ça va, il est simple, dans lequel il y a en fait tout le HTML qui va être généré par mon composant. Et si jamais je fais une modification comme une sauvage que j'écris coucou, et que je fais oh no, j'ai cliqué, je misclique, eh bien, il va pouvoir me dire, bah là, le snapshot, il a changé, est-ce que tu es OK avec les modifications ou pas? Donc là, voilà, il me le met. Bon, ici, ça va, je vois mon coucou directement. Dans des cas un peu plus complexes, le snapshot, il est lisible, mais l'information qui m'intéresse, c'est il y a un truc à bouger. Est-ce que tu voulais vraiment faire bouger les choses? Donc voilà pour mes tests de snapshot. Ensuite, j'ai écrit des tests fonctionnels, où je fais des choses. Donc le premier, j'ai exactement la même logique de mount. Par contre, ce que je veux, donc là, c'est un petit utilitaire juste pour vérifier la valeur de toutes les cellules. Et je veux bien, si jamais j'ai un X, 2 vides, un O, à la fin, afficher dans mon DOM un X, 2 vides, un O. Donc celui-ci, je l'ai fait, il marche. Youpi. Et le troisième, c'est je veux émettre un événement quand je clique dessus. Donc là, il commence à être un petit peu plus compliqué. Toujours le même mount, mais cette fois-ci avec un tableau vide. J'aurais pu avoir un tableau également avec de la donnée dedans, mais j'ai choisi un tableau vide par simplicité. Je récupère mes cellules de la même manière qu'avant. Et du coup, là, je fais une vérification avant. Je veux être sûr que pour l'instant, je n'ai pas eu de clic de emit depuis mon composant. Ensuite, je fais un clic. Et là, je veux vérifier, OK, j'ai bien reçu un événement. Et mon événement est bien la donnée 00, qui est l'emplacement sur lequel j'ai cliqué. Et donc là, le troisième cas que je voudrais couvrir pour ma grille, c'est je veux que si il y a déjà un X ou un O, je ne puisse pas cliquer dessus, il n'y ait pas d'événements qui sont envoyés. Et c'est là où je vais faire de la haute voltige et faire du live coding. Je vais essayer de vous le faire en live. Et c'est toujours hyper relaxant comme expérience. OK, should not emit event if cell is not. Et donc là, on peut voir, je décris toutes les règles métiers de mon composant dans mes descriptifs de test, en fait. Ce qui est pas mal pour ensuite quelqu'un qui arrive et qui ne comprend pas ce code hautement complexe que j'ai écrit. Alors, je vais reprendre mon mount. Il va avoir la même tête. Sauf que cette fois-ci, j'ai déjà un X sur la première case. Ensuite, je veux pouvoir récupérer ma première cellule et cliquer dessus. Donc, hop, de cette manière-là. Donc là, j'ai récupéré la toute première. Donc, en théorie, ça ne devrait pas marcher. Et donc ici, je vais récupérer cette ligne-là, qui dit, en gros, pour l'instant, aucun événement n'a été émis. Avec un saut de ligne, c'est un peu mieux. Hop. Et donc là, en théorie, il n'est pas content. Il n'est pas content parce que pour l'instant, je n'ai pas écrit cette règle métier dans mon composant de grille. Du coup, là, je suis à la première étape de mon machin bulle. J'ai un test rouge. Donc ensuite, je retourne dans mon code. Je vais voir ma fonction onClick, qui pour l'instant, effectivement, fait juste un emit bête et méchant sans se poser de questions. Et du coup, ici, je fais la modif. Hop. Et je vais rajouter un petit if
props.gameArray de ij est bien vide. Dans ce cas-là, je peux emit. Dans le reste du temps, je ne vais pas emit. Et c'est vert. Waouh, magnifique, extrêmement compliqué. Donc voilà comment on peut faire du TDD même sur un test de composants, même si au quotidien, moi, c'est pas ce que je fais le plus, c'est pas là où j'ai le plus de valeur ajoutée. Mais si jamais votre structure de test est déjà en place, c'est pas si compliqué que ça. Ensuite, le troisième type de test qu'on veut avoir, c'est des tests sur les règles métiers de jeu. Je veux que quand une ligne est complète ou une colonne est complète, je gagne la partie et ça s'arrête. Et l'autre cas, parce que ça arrive quand on clique partout comme un débile, la grille est remplie mais personne n'a gagné, il faut que la partie se termine. Pour l'instant, vous avez vu que il me disait tout le temps « game over, personne n'a gagné » parce que les règles métiers ne sont pas implémentées. Et donc là, je vais faire des tests unitaires logiques au niveau de mon petit service de jeu qui s'appelle GameHelper. Dans GameHelper, j'ai deux méthodes, rowIsComplete et callIsComplete, pour call pour column. Et pour l'instant, ils font return false, donc forcément, il ne se passe pas grand-chose. Donc je vais dans mon petit helper, pour l'instant, j'ai tout skip mes tests qui sont déjà écrits. Et si celui-ci, je le unskip, eh bien celui-ci, il va pas passer parce que j'ai rien écrit comme code. Donc pour l'instant, c'est si jamais la ligne est complètement vide, c'est faux. Donc ici, je vais écrire le code. Par exemple, si dans GameArray. Donc ma méthode, oui, je suis passée un petit peu vite, mais la méthode, je l'ai déclarée, je lui passe le tableau en entier, toute la grille. Ensuite, je lui dis quel index je veux vérifier. Donc soit 0, 1, 2, selon... je vais itérer après. Et ensuite, player, c'est juste... c'est typé, c'est juste un X ou un O. Je vérifie, est-ce que X a réussi cette ligne-là ou est-ce que O a réussi cette ligne-là. Et du coup, là, je peux juste vérifier, est-ce que dans GameArray de rowIndex de 0, est-ce que c'est vide? Dans ce cas-là, return false. Non, j'ai deskip tout le monde. Donc en fait, celui-ci, il va marcher. Hop. Hop. Donc ici, pour l'instant, ça va. Mais ça, évidemment, ça ne représente pas vraiment la fonctionnalité que je souhaite avoir. Ce que je veux aussi, c'est que si jamais la row elle est vraiment complète, donc là, je lui passe comme GameArray un endroit où j'ai 2x sur la première ligne, donc normalement, il devrait m'envoyer true. Donc, hop, je peux faire return true. Bon, voilà, on voit bien que là, j'écris du code nul, hein, on le sait tous, mais la façon d'incrémenter est quand même importante, où il faut à chaque fois se poser la question de pourquoi est-ce que j'écris le code, et parfois faire du code un peu nul au début, ça aide à ensuite faire du code minimal pour résoudre un problème. Bon là, en l'occurrence, je me force un petit peu à pas juste faire une boucle for, parce que je sais comment répondre au problème. Mais par exemple, ici, mon troisième cas d'utilisation, c'est si jamais la ligne elle est partielle. Donc ici, j'avais déclaré en haut de mon fichier de test mes petits mocks. Donc ça, dans ce cas-là, ah oui, on ne voit rien, évidemment. Ça reste des choses assez simples. Mais quand mon application est plus complexe et que mes mocks sont plus complexes, je les sors dans un fichier à part. Et pareil, niveau documentation, ces mocks-là, s'ils reflètent la réalité la réalité métier, c'est hyper utile. Quand on débarque dans un utilitaire et qu'on ne comprend rien de ce qu'il fait, aller voir les mocks et voir à quoi ressemble la donnée, c'est hyper pratique. Donc là, j'ai deskippé, non, j'ai pas deskippé, hop, mon troisième test, il ne va pas marcher. Et là, je vais commencer à écrire du code pour de vrai. Je fais une petite boucle for. En vrai, au début, j'avais fait un reduce, et la première personne qui a relu mon talk m'a dit « Mais les reduce, personne ne fait ça, c'est horrible. » J'ai dit « Mais non, moi je trouve ça super bien, super clair et tout. » Et bon, il n'était pas d'accord. Hop, rowIndex de i. Je veux bien qu'il soit égal à s'il est différent de player.
Alors, je mets tout le temps mes opérations booléennes à l'envers. Donc, il y a une forte chance que je me sois trompée. Mais c'est pas grave, mes tests vont me rattraper au volet. Hop. Donc là, c'est bon. L'idée, c'est que je boucle du coup sur tous les éléments de ma row. Je regarde est-ce qu'il est différent de player. Dans ce cas-là, c'est faux. Et si j'ai pas interrompu avant la fin de mon boucle for, c'est que c'est bon. Pas beaucoup plus lisible qu'un reduce, je trouve, mais c'est pas grave. Donc voilà comment on a pu faire notre logique en TDD dans la joie et la bonne humeur. Je ne me suis pas trop étendue sur comment j'avais organisé mon petit projet. Au début, j'avais fait une version grosse brute où j'avais tout dans le app.view, toute ma logique, tout mon visuel, tout mon CSS, tout. Sauf que j'avais pas le temps de montrer les deux et de comparer le pourquoi du comment. Donc là, vous avez vu la partie bien découpée, mais sans la partie moche. Alors, moi, j'aime bien faire souffrir les devs front, donc j'aurais bien aimé vous montrer un truc bien moche. Mais du coup, les différents concepts sur lesquels je trouve qu'il est utile de s'appuyer pour faire du code testable, en fait, parce que faire du code bien découpé, c'est faire du code testable, et du coup du code documentable, et du coup du code maintenable, et c'est tout un écosystème qui s'auto-entretient, un genre de cercle vertueux, et aussi c'est plus fun, voilà, moi je trouve. Du coup, les concepts que je trouve intéressants pour faire du dev front, c'est les composants DOM Smart. Donc c'est un concept qui a été proposé par Dan Abramov, qui est un maintainer de React, et un blogueur, enfin un influenceur tech, je ne sais pas quel serait le terme le plus approprié, mais très actif et qui fait des choses très intéressantes. Et du coup, dans cet article de 2015, il proposait une séparation des composants. Depuis, il l'a renommé parce que DOM, c'était pas très gentil, mais il sépare les composants d'affichage et de présentation, donc qui sont dumb, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe autour d'eux. Eux, tout ce qu'ils font, c'est recevoir de la donnée et l'afficher. Et ensuite, il y a les composants de logique, ou les conteneurs, qui gèrent les appels HTTP, les appels au store, les interactions, toute la logique métier qu'il y a autour, et qui ensuite font juste passe-plat de cette donnée à un composant DOM. Donc moi, j'utilise vraiment ce découpage-là beaucoup. Je trouve ça extrêmement pratique, notamment... et du coup, j'ai des manières de tester qui sont très différentes pour ces deux types de composants. Mes composants DOM, ils sont toujours dans Storybook. Ils ont toujours des snapshots. Parce que c'est hyper facile de les avoir dans Storybook. Il n'y a pas besoin de moquer des choses, tout ça. Donc c'est très facile à tester et très facile à envoyer à mon PO et designer, qui est même, à force, il fait des PR maintenant sur mes composants DOM. Donc là, je suis assez fière. Et par contre, bon, il dit bien dans l'article qu'il ne faut pas utiliser ça de manière dogmatique, comme tout, mais je trouve que c'est quand même une idée très utile. Les autres concepts sympas, c'est les hooks et les composables. Donc hook, c'est le terme en React et composable en Vue. Ça vient de React. C'est une manière de séparer, d'utiliser des services qui sont stateful. Donc stateful, ça veut dire qu'ils sont au courant de l'état de l'application. Ils peuvent être au courant, par exemple, donc en React, ça va être useState, les choses comme ça. Ça, on peut l'utiliser dans des hooks, alors qu'on ne peut pas l'utiliser dans un service classique. Et du coup, ça permet de faire un découplage, qu'est-ce que je voulais dire ? Un découplage de la logique et de l'affichage hyper facile à lire. Et du coup, le concept de hook ou composable, ça va être des services préfixés par use quelque chose. Il y a des façons de l'utiliser. On peut les utiliser que dans des composants, par exemple, pas dans des modules JS classiques. Enfin, il y a des choses autour, mais c'est assez simple à mettre en place. Donc là, par exemple, j'ai un composant de login. J'affiche le user et quand je clique, j'appelle une fonction de login. Et du coup, donc ça, ce serait la syntaxe en Vue de manière classique sans le découpage, où j'ai donc mon template avec mon HTML, et ensuite dans mon script, je déclare tous mes utilitaires. Donc ici, bon, voilà, ça reste très lisible, mais quand on commence à avoir beaucoup de fonctionnalités qui s'entremêlent dans un seul composant, ça devient vite un petit peu le bazar, et à maintenir, c'est pas tout le temps très pratique. Et ensuite, à droite de la flèche, j'ai fait un découpage, donc j'ai pas remis le template HTML, il n'a pas bougé, mais on fait que récupérer notre user et nos fonctions de login et de logout depuis notre hook de login, notre composable de login, vu que là on est en Vue, et toutes ces valeurs-là, elles restent réactives. C'est-à-dire que c'est user, il va se mettre à jour quand on se login ou quand on se logout,
j'ai pas besoin de retourner chercher la donnée, elle se met à jour toute seule. Parce que, comme on peut le voir dans le fichier login composable, c'est bien une ref que j'ai utilisée pour les gens qui font du Vue.js. Pour les gens qui font du React, ce serait un useState à la place de la ref. Et pour les gens qui font du Angular, désolé. Et donc voilà, ce découpage-là, c'est vraiment, moi, quelque chose que je trouve hyper utile. Et tester un composable, c'est infiniment plus simple que tester un gros bouton, un gros composant qui gère plein de logique. J'ai moi une convention supplémentaire, c'est que tout ce qui est stateful, c'est un composable, et tout ce qui est stateless, c'est un helper. Ça dérive un petit peu, ça pourrait être un service, mais nous on appelle ça des helpers, et c'est encore plus simple à tester évidemment, et tout ce que je peux sortir de mon composable qui n'a pas besoin d'avoir accès au state, je le sors pour le tester de manière plus isolée et plus simple. Si j'ai le temps, je vous remontrerai vite fait le code, comment j'ai fait. L'autre concept sympa, c'est le DDD, le Domain Driven Design. Donc je croyais que c'était Development, mais non, c'est Design. Le design, du coup, mu par les domaines. Pareil, c'est plutôt un concept qui vient du craftsmanship et de l'architecture back-end, mais qui peut être intéressante quand même à connaître. L'idée, c'est qu'on a cette première architecture assez classique, donc plutôt d'un back-end. Entre le client et la DB, il y a d'abord la présentation, la logique, et ensuite l'accès à la data qui est bien séparé. Et du coup, de la même manière que je parlais dans ma séparation des composants, de comment on divise pour bien pouvoir tester, et pour bien aussi pouvoir comprendre, ils ont mis en place une architecture hexagonale, ils appellent ça. Après, hexagonale, ça veut dire 6 côtés, 5, je ne sais plus, 6. Et il n'y a pas forcément besoin d'en avoir 6. On peut en avoir plus ou moins. Mais l'idée, c'est que plutôt que de regrouper par type de couche, on regroupe par domaine. Par exemple, je vais avoir un ensemble avec un dossier avec toutes mes fonctions de login, tous mes composants de login, tous mes appels HTTP de login, un autre dossier avec tous mes composants de, je sais pas, de blocs, tous mes composants visuels et mes appels HTTP pour les blocs, etc. Et du coup, ça permet d'avoir des fichiers assez petits, faciles à maintenir. Et quand, par exemple, on a quelqu'un qui arrive et qui a besoin de juste travailler sur le login, il a un environnement de travail qui est plus limité. Donc nous, on a mis ça en place sur notre projet. Donc un vrai screenshot de mes vraies données extrêmement sensibles de ma mission actuelle. On a séparé du coup notre application en modules. Chacune a vraiment une fonctionnalité métier séparée. Et dans chaque module, on a nos composants et nos utilitaires et nos modèles TypeScript qui sont liés à cette partie-là. Et en expérience développeur, moi j'ai trouvé que c'était vraiment hyper chouette et hyper pratique pour avoir une vision d'ensemble. Et donc là, j'ai pris l'exemple où on voit que j'ai bien mis des tests et tout, parce qu'ils ne sont pas tous aussi propres que ça, mais là, j'ai bien des stories pour tout le monde, des tests pour tout le monde. C'est beau, c'est propre. Donc voilà, le Domain Driven Design, ça marche aussi en front, et ça permet d'avoir une architecture hyper clean. Même si clean architecture, c'est un autre truc. Je ne devrais pas semer la confusion comme ça. Et j'étais obligée de parler de ChatGPT, mon meilleur ami. Est-ce qu'il ne pourrait pas écrire les tests à ma place? Ça irait quand même vachement plus vite. Alors, j'ai un positionnement personnel sur l'IA qui est méfiant et mitigé pour les questions éthiques, éco-responsables, de copyright, de propriété intellectuelle, etc. Mais c'est vrai que des fois, c'est utile, bon, on ne va pas se mentir. Et un élément que je garde en tête quand je fais éventuellement appel à un LLM pour me générer du code, c'est que mon travail, c'est de traduire des choses depuis le besoin client vers un besoin technique, vers du code. Toutes ces étapes de traduction, c'est des sources d'erreurs, mais c'est aussi des sources de communication. Quand on fait des affinages pour transformer le besoin client en besoin technique, on pose plein de questions. Si jamais on fait juste un prompt et qu'on traduit directement le besoin client en code sans se reposer des questions, sans avoir ce processus, ça peut mener à des erreurs hyper discrètes et hyper difficiles à trouver. Donc, méfiance. Je ne dis pas de ne pas le faire, mais n'oubliez pas que ces étapes de traduction, elles sont importantes aussi pour avoir une bonne compréhension du besoin. Du coup, passer par la génération, ça supprime cet effort de compréhension du besoin qui peut être une source d'erreur. Ça risque d'avoir une moins bonne maintenabilité
parce que du coup, c'est pas vous qui avez écrit le code. Donc, si vous le comprenez très bien, ça pose pas de souci. Mais s'il y a des aspects que vous n'avez pas compris, pour ensuite corriger des bugs ou faire des évolutions, c'est un peu plus dur. Et ce que moi, j'essaye de faire plutôt, c'est d'écrire le test et de générer le code, plutôt que l'inverse. Parce que comme ça, le test, c'est la source de vérité, c'est la description complète, où là, moi, je me suis posé la question de qu'est-ce que mon code doit faire. Et le code, lui, il peut juste répondre. En fait, c'est l'équivalent de faire du code minimal un peu débile, et ensuite, je laisse faire le code un peu débile, et puis voilà, moi, je fais la partie intéressante. En conclusion, le TDD, c'est cool. J'espère que vous en ressortirez avec cette conclusion de manière générale, que c'est cool, ça a plein de points positifs. Ça pousse à avoir un code mieux organisé, plus relisable, plus maintenable, et c'est assez rigolo. Et j'ai oublié ce que je voulais dire d'après. Ouais, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'avais d'autres choses à dire. J'ai mis le QR code pour les feedbacks. Si jamais vous avez des feedbacks vraiment précis sur ce que vous avez fait, ça m'intéresse aussi. Et j'ai mis un petit chat parce qu'on s'est rendu compte hier que plein de speakers avaient mis des petits chats dans leurs slides. Donc je l'ai rajouté là. Je suis juste. Bonjour. C'est quoi la granularité que vous mettez justement dans vos tests? Parce que là, on a vu un test assez simple sur de la multiplication, mais parce que justement, très vite, ça peut devenir un peu chronophage. Je suis un grand défenseur des tests, hein, pas de souci là-dessus, mais justement, des fois, on prend des décisions et on monte très haut dans la complexité du test pour essayer de gagner un peu de temps. Est-ce que vous partez toujours du plus bas, ou est-ce qu'il y a des moments où, justement, pour des raisons de temps, de clients, vous faites un peu vous virez une partie des tests, quoi. Alors j'ai la chance de ne pas trop avoir besoin de faire des concessions sur les tests que je fais, mais c'est vrai que la question de la granularité, ça peut être une question assez compliquée et qu'on se repose à chaque fois, parce que si on est trop granulaire et trop proche du code, on est couplé au code, ce qui n'est pas non plus l'intérêt. L'idée, c'est qu'on teste vraiment les fonctionnalités qu'on crée et pas le code individuel, chaque ligne qu'on écrit. Si jamais ma boucle for, je la remplace par un reduce, il faut que ça marche quand même. Mais personnellement, le TDD, je l'utilise surtout sur des sujets un petit peu complexes. Généralement, la question de la granularité, ça vient un petit peu avec l'expérience. On comprend vite qu'est-ce qui vaut le coup, qu'est-ce qui ne vaut pas le coup. Après, je viens d'une position un peu privilégiée où j'ai pas de client qui me dit « mais si, il faut aller plus vite, les tests, on s'en fiche ». Et quand j'avais un client comme ça, je chiffrais juste plus pour avoir le temps de faire des tests, parce que les tests, ça fait partie de mon travail. Donc là-dessus, j'ai pas de conseils à donner à part révolution, les tests c'est important, tout ça. Ok. Est-ce qu'il y a encore une question, parce qu'il va être l'heure? Merci pour la présentation, c'était super. À un moment, tu as parlé effectivement de faire du TDD pour les tests end-to-end, mais c'est vrai qu'en général, comme argument, ceux qui prônent le TDD prônent le fait que les itérations doivent être quand même hyper rapides. C'est pour ça qu'en général, qu'on parle de TDD sur des tests vraiment unitaires, des petites unités de code pour que ça aille vite. Quand on me parle de test end-to-end, je pense pas à rapidité. Donc, est-ce que c'est pas un petit peu contradictoire, justement? Et comment est-ce que tu gardes quand même cette plus-value de TDD sans les itérations constantes, parce que tu ne peux pas te permettre en test end-to-end de faire des itérations comme ça? Oui, c'est une bonne question, parce que dans les tests end-to-end, je n'ai pas constaté une plus-value hyper importante. Par contre, en me posant la question, je me suis dit, mais en fait, moi, au quotidien, je fais des tests manuels. Dans mes tests manuels, souvent, je fais du TDD quand j'ai besoin de faire une nouvelle feature. Premier truc, je vérifie que ça ne marche pas, que la feature, elle n'est pas là, parce que de temps en temps, ça arrive, on ne se comprend pas très bien sur la feature. Donc, je commence le parcours, je fais un premier petit élément, je vérifie que cet élément-là, il marche. Donc, finalement, je fais du TDD un petit peu avec mes tests manuels. Mais c'est vrai que pour les tests end-to-end, pour l'instant, moi, je n'ai pas constaté un apport, parce qu'effectivement, le cycle de vie est un petit peu trop lent.
et les tests sont un petit peu trop lourds. Mais je ne désespère pas de trouver une manière de faire pour vraiment en faire partout où je peux en faire. S'il y a des gens qui ont déjà réussi, ça m'intéresse. Le temps est écoulé, donc si vous voulez rencontrer la présentatrice, je vous invite à le faire. Merci.